Deux chasseurs américains P-50 et un Mustang foncent en rugissant vers la ligne de ravitaillement allemande. Des salves de roquettes denses, semblables à des météores traversant le ciel, déchirent en un instant le train en morceaux. Les deux Mustangs exaltés se préparent à rentrer à la base. Au loin, un chasseur allemand, Focke-Wulf, T-152, oiseau de tempête, plonge depuis le soleil. Tel un dieu Amaterasu, il brandit sa lance et lance un défi au Mustang. Une pluie dorée de feu déchire le Mustang égaré, enveloppé de fumée noire, explose au sol en un feu d'artifice. L'autre Mustang, ombre noire, essaie d'abattre l'étoile du jour, transpercée par les balles. Il ne crie pas, mais affronte la lame fatale de l'ennemi. Le Mustang attend avant de s'enfoncer dans la nuit, que l'oiseau de tempête déploie ses ailes pour accomplir une contre-attaque. Lui aussi, avec toute sa fierté, accueille le dernier instant de sa vie. Le pilote du Mustang, Frank, ouvre son parachute et échappe de justesse à la mort. Changement de scène. Un soldat noir, passionné de figurines, conduit un véhicule de transport de troupes pour rejoindre le camp et retrouver le gros de l'unité. Il s'agit du bataillon blindé Black Panther, une unité de la 3e armée de Patton, composée entièrement de soldats noirs. Ils reçoivent soudainement une mission de déminage en première ligne. Le capitaine noir Robert, peu apprécié des officiers blancs à cause de sa couleur de peau, n'y prête pas attention et envoie ses sapeurs commencer le déminage. Ce qu'il ignore, c'est que de l'autre côté de la forêt, un groupe de soldats allemands est déjà embusqué. Profitant du moment où les Américains sont le moins sur leur garde, ils braquent leurs canons sur les positions adverses. Au signal d'un officier allemand, les obus explosent comme une pluie battante au centre des positions américaines. L'instant d'après, les mitrailleurs ouvrent le feu et en un clin d'œil, d'innombrables soldats américains sont tués ou blessés. Face à la violence du bombardement ennemi, les Américains refusent de rester passifs. Un soldat grimpe sur un véhicule blindé et riposte avec une mitrailleuse lourde Browning. Robert, qui était en train de déminer, saisit l'occasion et se précipite vers la position sous une pluie de balles. Un obus explose à côté de lui, le plongeant instantanément dans la confusion. De l'autre côté, les soldats américains, ayant repris leurs esprits, repèrent la position allemande, lancent des grenades et parviennent à neutraliser la puissance de feu ennemie. Ils relèvent ensuite Robert et, par un heureux hasard, arrivent sur le flanc de la position allemande. Accompagné d'un tir de roquettes anti-char, Robert donne l'ordre de lancer l'assaut. Cette attaque soudaine prend les Allemands au dépourvu. Impuissants, ils n'ont d'autre choix que de brandir le drapeau blanc. Cette fois-ci, malgré leur victoire, Robert non seulement ne reçoit aucune récompense, mais il est en plus accusé à tort par les officiers blancs de son unité, qui lui font porter toute la responsabilité de l'embuscade allemande. Le major du camp souhaite aider Robert à laver son honneur, mais la procédure d'appel prend du temps. En attendant, ils doivent, conformément aux ordres supérieurs, transférer Robert dans une autre unité. Il semble que la constitution de Robert soit hors du commun, car pendant son transfert, ils tombent à nouveau dans une embuscade allemande. Le capitaine de l'escouade américaine qui transférait Robert se méfiait de ce porte-malheur. Il a préféré révéler leur position en contactant le quartier général par radio, plutôt que de laisser Robert les guider. Les Allemands interceptent la radio du capitaine et découvrent ainsi la position exacte de l'ennemi. L'instant d'après, un véhicule blindé allemand apparaît au bout de la route. Un grenadier blindé épaulant un lance-roquettes anti-char commence à tirer sur les troupes américaines. En un instant, la scène devient chaotique. Les Américains, dépassés, paniquent et s'enfuient. À ce moment, Robert, comme possédé par un dieu de la guerre, manie seul 2 mitrailleuses lourdes et inflige des pertes dévastatrices aux soldats allemands. L'officier allemand, ne supportant plus la situation, tourne le canon vers Robert et riposte. Au camp, le commandant John, ayant reçu le signal de détresse, propose au major une opération de sauvetage. Mais ce dernier refuse d'envoyer des renforts sous prétexte de conflit d'informations et compte laisser Robert et les autres à leur sort. John savait que les ordres étaient fermes. Il n'osait désobéir à son supérieur, mais il ne pouvait supporter de voir camarade mourir sous yeux. John proposa au major que, la position de l'attaque de Robert était dans la forêt où Frank s'était écrasé, il pourrait profiter de la mission de sauvetage de Frank pour libérer Robert. Robert rencontra un capitaine d'une escouade dispersée. Il crut qu'il venait l'achever en voyant sa mitraillette. Robert ne voulait pas cela, il voulait juste sauver le capitaine. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Une unité allemande arriva, un coup de feu retentit dans le ciel, et le capitaine de l'escouade s'effondra. Robert se battit tout en battant en retraite, fuyant vers les profondeurs de la forêt dense. Pendant ce temps, il tomba par hasard sur Frank, un survivant, et apprit au cours de leur conversation que Frank était un soldat ayant grandi en ville, sans aucune expérience du combat en jungle. Robert pensa que Frank était un fardeau et voulut l'abandonner, mais à sa grande surprise, Frank lui demanda si tous les Noirs étaient aussi insensibles. Cette remarque mit le feu aux poudres dans le cœur de Robert, et les deux hommes se séparèrent au fâché, chacun partant de son côté. Une fois calmé, Robert se dit qu'il ne devait pas agir sous le coup de l'émotion, puis il rattrapa Frank. Alors que ce dernier était sur le point de marcher sur une mine, Robert l'arrêta d'une voix forte. En tant que spécialiste du déminage, il devait ouvrir à Frank un chemin vers la survie. Pendant ce temps, John consulta de nombreuses cartes et, après avoir obtenu l'autorisation du major, mena une équipe de secours au cœur de la forêt pour une mission de sauvetage. Dans le champ de mines, les mines étant désamorcées, Frank et Robert réglèrent leurs différends. Robert s'excusa et Frank s'excusa aussi pour ses paroles dures. Ils se réconcilièrent dans un sourire.
Ils sortirent chacun des photos pour présenter leur famille. La nuit tombée, le major arriva avec des unités blindées autour de la ville. Ils découvrirent qu'il y avait une station de maintenance dans la ville, occupée par de nombreux soldats allemands. Profitant du relâchement de la défense ennemie, John ordonna de bombarder la cible. L'instant d'après, des explosions illuminèrent la ligne allemande. Sous la couverture de l'artillerie, les chars de John avancèrent sans obstacle. Un obus éclata au milieu de la foule, laissant les soldats allemands impuissants face à l'attaque. Très vite, la petite ville fut conquise par les troupes américaines. Dès que le quartier général allemand reçut la nouvelle, il riposta immédiatement. Il dépêcha de nombreuses unités blindées et fournit un appui aérien déterminé à faire payer cher leur attaque aux Américains. À mesure que les troupes américaines s'enfonçaient, elles réussirent à communiquer avec Robert. Cependant, la communication radio fut de nouveau interceptée par les Allemands. Les deux camps avançaient vers le même objectif. Mais, aussi rapide que soit dans les chars, ils ne peuvent rivaliser avec la vitesse des avions. En raison de sa taille, la cible fut vite repérée par deux chasseurs allemands, Bf-109, qui ouvrirent le feu sur le char avec une pluie de balles. John n'allait pas rester les bras croisés. Il saisit la mitrailleuse montée sur le toit et tira en rafale sur les avions de chasse. Le canon de 20 mm ne pouvait pas percer l'épais blindage du Sherman, mais les balles de la mitrailleuse lourde pouvaient aisément traverser le blindage en acier des chasseurs. Le chasseur s'éloigna en direction de l'arrière, laissant une traînée de fumée noire. John avait pris beaucoup de retard sur les troupes allemandes. Robert se cacha et attendit les renforts. Mais Frank ouvrit le feu sur des soldats allemands, révélant leur position. Une bataille était inévitable. Ils combattaient en retraite, utilisant le terrain à leur avantage contre l'ennemi. Derrière un abri, un soldat allemand lance-flamme s'approcha. Ils se répartirent les tâches, éliminant simultanément le soldat allemand. Cependant, lorsqu'ils se retournèrent, ils découvrirent qu'ils étaient complètement encerclés par les soldats allemands. Pour survivre, ils n'eurent d'autre choix que de lever les mains et de se rendre. Les Allemands s'apprêtaient à les exécuter, mais Frank insulta grossièrement l'officier allemand, cherchant délibérément à l'énerver pour gagner du temps. L'officier sembla deviner sa ruse, ignora Frank et se retourna pour envoyer Robert sur le chemin de la mort. La guillotine. Au moment critique, John est arrivé à temps avec ses soldats, échappant de justesse à la mort. Robert, submergé par l'émotion, éclata en sanglots. Voyant son compagnon subir tant d'injustice, John décida de l'aider et jeta ses armes pour se battre à main nue avec l'officier allemand. L'officier allemand, bien nourri et grassouillé, n'était pas de taille et fut vaincu en moins de 3 coups. Pendant ce temps, à l'extérieur, les troupes américaines de soutien étaient déjà engagées dans un échange de tirs avec les unités blindées allemandes. Les roquettes de bazooka étaient incapables de percer le blindage frontal du chasseur allemand. Et pour l'instant, il ne disposait d'aucune autre puissance de feu lourde pour stopper l'avancée implacable des Allemands. À un moment crucial, un char Sherman fit son entrée, aidant les troupes américaines à soulager la pression sur la ligne de front. Sur le flanc, John et ses compagnons étaient déjà en position. Alors que les soldats allemands s'apprêtaient à se regrouper, ils lancèrent soudainement l'assaut. Protégés par des grenades, ils surgirent, mitraillette à la main, prenant l'ennemi par surprise. Frank installa une mitrailleuse lourde et arrosa frénétiquement les soldats allemands, tandis que Robert orienta son canon et transforma les ennemis en passoires. Les deux camps combattaient. Un canon d'assaut allemand Panzer III apparut. Les Américains le repérèrent et, d'un tir anti-char, le neutralisèrent. Le blindage épais du Sherman excella, subissant les tirs allemands et causant des ravages. Le char chasseur allemand tenta de renforcer le flanc de ses troupes, mais avant même d'avoir pu tourner son canon, John l'envoya au tapis d'un coup de Panzerfaust. Le commandant allemand, ne supportant plus la situation, décida alors de sortir leur arme fatale, le char Tigre. Ce canon de 88 mm pouvait facilement transpercer le blindage du Sherman, tandis que son épais blindage frontal de 100 mm rendait tous les obus inoffensifs. Face à un tel monstre d'acier, le Sherman se montra impuissant. Un tir de canon ne provoquait chez le commandant allemand qu'une légère secousse, sans causer de véritables dégâts. Le char Tigre tourna lentement son canon, visant sans relâche les chars Sherman en mouvement. C'est alors qu'un sifflement discret retentit dans le ciel. En levant les yeux, on aperçut 2 chasseurs Mustang américains arrivant en renfort. Sous une pluie dense de roquettes, le char Tigre ne put finalement pas résister. Une colonne de feu s'éleva vers le ciel avant qu'il ne soit réduit à une épave. Les soldats étaient très émus, car les pilotes de chasse étaient eux aussi noirs, ce qui leur inspira une grande fierté. À la fin de la bataille, tous les officiers et soldats du bataillon blindé Black Panther reçurent les éloges et la reconnaissance du général Patton. Et l'histoire prit fin ainsi. Ce film s'intitule « Sortir se battre ». D'après les effets spéciaux et les décors, on voit que c'est un film de guerre à petit budget. Hormis les effets spéciaux modestes, les autres armes, équipements, les avions et les chars sont très détaillés. Un festin pour les passionnés de la Seconde Guerre mondiale, offrant un plaisir intense. Cependant, même un film à petit budget comme celui-ci est touché par le politiquement correct américain. Un groupe d'Afro-Américains est un thème récurrent, et même la discrimination raciale est omniprésente. Plutôt que cela, j'aurais préféré plus d'accent sur les scènes de guerre et les effets spéciaux d'explosion, car cela ferait briller le film. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter. Votre soutien nous motive à publier du contenu.